les gars. Ça y est. Épisode avant les vacances. Eh bah dis donc. Ces vacances. Oh bah plein de trucs. Alors surtout moi je vais réécouter Trench Tech cet été. Je vais écouter des remixes parce qu'on vous prévoit des petits remixes. Remix. Comment tu disais c'est pas Mick qui chante dans ses remixes. Alors, on annonce le programme un par semaine. On a donc sélectionné les 7 meilleurs épisodes, ceux qui nous ont le plus plu, qu'on veut vous faire réécouter. En tout cas ceux qu'on a envie de vous faire écouter. Est-ce que ce sont les meilleurs en tout cas? On les remixe et vous allez Ils sont tous meilleurs, donc faire un choix était compliqué. C'est vous qui nous direz tiens d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc tout l'été, rendez-vous tous les jeudis pour écouter un épisode remixé de un petit Trench remix. Tech. Ouais. Trop On va bien. vous sortir des vieux épisodes de Derrière les fagots. Il va y avoir du beau monde. Moi je vous le dis. Ça va être bon, ça va être chaud. En attendant, faut pas traîner parce que là on a une invitée qui va on nous a quand même attendre. un dernier épisode à faire Oui, c'est le dernier. avec Il faut qu'on en Anne parle. Bouvereau. Anne Bouvereau, qui est la coprésidente de la commission IA nommée par le gouvernement. Qui a remis le rapport sur l'IA il n'y a pas très longtemps, justement. Qu'est-ce que t'as? J'avais pas vu. C'est de l'eau française. Pourquoi tu lui achètes de l'eau française? Elle est très bonne cette eau. Non, alors mauvais goût. Mais non. T'as raison, papa, elle râpe un peu. Elle a un petit goût sec, comme ça. De l'eau sèche, mais bien sûr. Trench Tech, esprit critique pour Taketi. Youhou! Nous voilà dans un nouvel épisode de Trench Tech. C'est Mick Lévy avec Thibaut Leman. Ah, je crois que sans le you, on n'y arriverait pas. Bonjour à tous. Et Cyril Chaudoir. Hello! Bonjour Salut, à toutes salut. et à tous. Alors, dans Rien à déclarer, Benoît Poulvorde trouve l'eau française trop sèche. Ouais, enfin en même temps il est belge le gars. Oui, pas faux, mais est-ce qu'on serait pas en train de juger de la même manière nos technologies, entreprises et talents de l'IA? Comment faire de la France une championne de l'IA? Comment faire de l'IA un atout économique de notre pays? Emmanuel Macron a déclaré à la veille de Vivatech, la capitale des Lumières est en train de devenir une capitale de l'intelligence artificielle. On est peut-être bien en train de tenir notre revanche et de se faire une place sur l'exigeant échiquier technologique mondial. Pour ce faire, on a sorti les grands moyens, une commission. Hein? Encore? Non mais qui a dit que quand on ne sait pas quoi faire, on crée une commission? Oui, mais là, c'est du sérieux. La commission a remis son rapport IA, notre ambition sur la France, en mars dernier. Oui, et Cédric Villani en avait déjà fait un en 2018, non? Oh, ouais, on y reviendra. Bon, mais là, c'est vraiment du sérieux. En plus, cette commission a plusieurs rapports. Mistral, QTI, H sont valorisés à plusieurs milliards de dollars et comptent sur la scène mondiale. Des talents français tels que Yann Lequin font autorité et leurs voix sont écoutées partout à travers le monde. Meta, Google ou encore Amazon ont tous installé des laboratoires de pointe en France et un vent de réussite semble souffler dans les voiles dans la tech française. C'est beau. Et ce n'est pas Anne Bouvereau, notre invitée, qui va nous contredire. On est honoré qu'elle ait pu trouver un petit créneau pour nous loger dans son emploi du temps, car elle est quelqu'un de très occupé. Elle est donc coprésidente de la fameuse commission IA initiée par le gouvernement qui a remis à Emmanuel Macron son rapport IA, notre ambition pour la France en mars dernier. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi missionnée par le président de la République pour organiser le prochain AI Action Summit, le sommet mondial sur l'IA, qui se tiendra à Paris en février 2025. Après s'être tenue en Angleterre et en Corée du Sud. Mais ce n'est pas tout. Elle est présidente de la prestigieuse ENS, Normal Sup. Mais ce n'est pas tout. Encore? Elle est fondatrice et présidente de la fondation Abeona, qui fédère au niveau mondial des personnalités engagées pour une IA responsable. Mais ce n'est pas tout. Si. Ah bon? Mais quand même, elle ne doit pas s'embêter. Mais alors, qu'est-ce qui l'a menée là? Elle a auparavant été présidente de la société de technologie Morpho, après avoir été directrice générale de la GSMA, l'Association mondiale des opérateurs mobiles. Diplômée de l'ENS en mathématiques et en informatique, elle est titulaire d'un doctorat en IA, duquel elle aime rappeler qu'elle a obtenu bien avant que la discipline soit autant répandue. Avec elle, nous verrons les objectifs et conclusions de cette commission avant de voir comment on peut créer les conditions de la diffusion d'une IA véritablement de confiance. Nos deux chroniques du jour, la philothèque et la tech entre les lignes. Allez, on me dit qu'il est l'heure. Il est effectivement grand temps de retrouver notre invité. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, juste pour être sûr, on peut bien se tutoyer ? Bien sûr. Bon, génial. On va passer une heure qui s'annonce passionnante ensemble. Alors c'est parti pour le grand entretien. Trench
French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. On a eu la chance chez Trench Tech d'avoir déjà reçu 3 grands membres de la commission IA que tu co-diriges avec Philippe Aguillon, qui est économiste. Gilles Babinet, qu'on remercie au passage pour la mise en relation, Luc Julia et Cédric O. Alors, une question toute bête. Comment ça se construit une telle commission ? T'es appelé un beau matin par l'Élysée en disant vite, on fait un truc sur l'IA, tu mets les personnes dessus. Comment ça se déroule ? Alors, je ne sais pas comment ça se déroule en général, mais très clairement, dans le cas particulier, c'était les services de Matignon, de la Première ministre, parce que c'était Elisabeth Borne qui m'ont appelé en me disant, voilà, on veut faire une commission sur l'IA, on a déjà commencé à y réfléchir, on a un certain nombre de membres, on réfléchit à la présidence et donc à une coprésidence, en me demandant si ça m'intéresserait de faire ça. Et dans ce cas-là, comment on réagit ? On se dit, c'est un sujet qui me passionne. Bien sûr, c'est du travail en plus et c'est quelque chose qu'on fait bénévolement. Mais en même temps, ça m'intéresse d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en France et qu'est-ce qu'on pourrait collectivement recommander en mettant un certain nombre de temps de cerveau d'un certain nombre de personnes qui connaissent le sujet ensemble. Donc j'ai dit avec grand plaisir, dites-moi juste quelle est la date de lancement parce que j'aimerais bien pouvoir être là. Et donc ça a été lancé donc en septembre de l'année dernière, à l'époque par Elisabeth Borne. Il se passe quoi au moment où on t'appelle pour te proposer ça ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Toi qui es une experte de l'IA, tu te dis il était temps, ou alors tu te dis tiens, pas mal, on est juste à l'heure. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? En termes de temps, c'est compliqué, ça bouge tellement vite l'IA. Mick l'a dit, j'ai fait une thèse en intelligence artificielle bien avant l'IA générative, et à l'époque, je me suis dit en fait, ça va pas donner grand-chose à court terme avec énormément de pression, et donc je suis partie travailler dans le monde de l'entreprise, et puis j'ai cofondé avec d'autres, avec Daniel Perel-Mutter et d'autres, cette fondation sur l'intelligence artificielle responsable, la fondation Abeona en 2018. Et à l'époque, les gens me disaient, c'est vachement intéressant, et qu'est-ce que tu fais d'autre ? Et après, il y a ChatGPT qui est arrivé, et les gens m'ont dit, mais tu faisais pas une fondation sur l'intelligence artificielle ? Et donc la question du timing, ça dépend aussi de est-ce que les gens pensent que c'est un sujet d'actualité. Donc quand le gouvernement m'a appelé, je me suis dit, c'est pas tellement longtemps après ChatGPT et l'IA générative, c'est bien de s'en occuper maintenant parce que, bien sûr, il y a eu des tas de rapports, le rapport Villani, des choses très bien, mais on arrive à une période maintenant qui se rapproche un peu de la période du début des réseaux sociaux et on n'a peut-être pas regardé suffisamment vite ce qu'il fallait faire là-dessus et ça a apporté plein de bonnes choses, mais ça a apporté plein de risques aussi. Donc, je me suis dit, oui, ça peut être intéressant. Justement, quand on pense commission, on a l'impression, en tout cas vu de nos lunettes de citoyens, que tout ça nécessite un peu de temps à être mis en place. Il faut constituer l'équipe, il faut ensuite poser les bonnes questions, il faut mener des auditions, tu vas nous raconter tout ça. Mais on a l'impression que le fait de passer par une commission, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. C'est une bonne question, ça. Et j'ai jamais fait de commission avant, donc forcément, on se demande aussi est-ce que ça va être utile, est-ce que ça va permettre d'avoir des choses qui vont être mises en œuvre. On a eu 6 mois pour travailler. Moi, ça me paraît une durée raisonnable. On a mis des gens dans la commission qui connaissent le sujet, donc il n'y avait pas besoin de se former sur le sujet. J'étais très impressionnée par la disponibilité et la volonté de s'impliquer des membres de la commission. On a fait des réunions toutes les semaines. On faisait une réunion visio en fonction des disponibilités des gens de 2 heures avec tous les membres de la commission et presque tous sont venus presque toutes les fois. Et puis, on a fait des centaines d'auditions qu'on s'est un peu partagées entre nous. Et ensuite, on a fait de la rédaction. On a été très, très aidés par nos rapporteurs qui ont fait un travail fantastique, notamment Arnaud et Cyprien. Et puis, on avait des gens super dans la commission. Tu en as cité un certain nombre, mais on avait aussi Joëlle Maral, qui est une chercheuse brillante de chez Google. On avait Arthur Mensch de Mistral. On avait Isabelle Rille, qui préside le cluster IA de Paris Sciences et Lettres. Alexandra Bensamoun, qui est une juriste, Franca Sanis-Maligné, qui est une spécialiste du dialogue social, Martin Tisney, qui est un spécialiste de la société civile, enfin, j'en oublie, mais on avait vraiment une très très belle équipe. Et donc en 6 mois, non, je pense qu'on a
forcément je suis partiale, mais je pense qu'on a beaucoup travaillé. Je suis contente du rapport qu'on a sorti parce qu'on a essayé de le faire le plus pédagogique possible. Vous me direz ce que vous en pensez tous collectivement. De ce point-là, moi je l'ai lu, je trouve ça hyper réussi d'un point de vue pédagogique, c'est assez impressionnant. On s'attend à quelque chose de très ardu. C'est au contraire plutôt très accessible à lire, organisé sous forme de grandes questions qui se posent autour de l'IA. Tu nous as fait cette liste de membres, honnêtement, qui nous font rêver. On verra si tu peux nous mettre en relation avec quelques-uns qu'on adorerait recevoir dans TrenchTech. On verra ça offline, hors ligne. Mais est-ce toi qui as choisi les membres? Comment sont choisis les membres de la commission? Non, c'est une commission mise en place par le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui choisit les membres. Bien sûr, quand on nous demande à Philippe et moi de co-présider, on a la possibilité de rajouter des choses ou faire des commentaires. Mais non, c'est très largement le gouvernement qui décide des membres de la commission. Et donc l'idée, c'est de travailler avec les gens qui sont là et qui, pour le coup, sont des gens très bien. Et puis de complémenter par des auditions. Sur ce même sujet, on a une question de notre précédente invitée. C'est une grande tradition dans TrenchTech que de prendre une question du précédent invité pour notre invité actuel. Donc pour toi, c'est Marius Bertolucci qui a donc une question à te poser. On te la fait écouter. Madame Bouvereau, je suis très curieux de savoir pourquoi il n'y a pas plus d'esprit critique dans la commission que vous avez présidée, des personnes avec un discours qui va à l'encontre de la position dominante qui émane de votre rapport. Je vous remercie. Alors, sachant que Marius est notoirement technocritique, il s'en revendique d'ailleurs. Tu pourras écouter son épisode sur le sujet. Avec plaisir. Alors, d'abord, donc effectivement, c'est pas moi qui ai constitué la commission, mais il y a des gens dans la commission qui sont pas des techno-solutionnistes et toujours pro-IA. Quelqu'un comme Martin Tisney, qui est peut-être pas très connu en France parce qu'il habite en Angleterre, il travaille pour la fondation Omidyar. Pierre Omidyar est un cofondateur d'eBay, qui d'ailleurs a pour partie la nationalité française, mais qui habite aux États-Unis. Quand il a quitté eBay, il a décidé de consacrer presque l'essentiel de sa fortune à gérer, à créer la fondation Omidyar et à essayer de contrer les risques de la démocratie sur Internet, et notamment apportés par les réseaux sociaux. Et il est aussi très sur les sujets d'IA et très inquiet des sujets de type désinformation, des sujets de type inégalité, etc. Donc on a eu la voix de Martin qui portait fortement ces sujets-là. On avait donc Franca sur les sujets droits des travailleurs, impact sur le travail, métier qui risque de disparaître ou en tout cas d'être transformé. Et puis on a auditionné un certain nombre de philosophes, de sociologues sur des sujets à la fois d'éthique, mais aussi par exemple de travail des travailleurs du clic qui travaillent dans un certain nombre de pays en développement et à qui on demande de faire pour quelques centimes ou quelques dollars du travail d'indexation, par exemple. Donc on a essayé de balayer aussi large que possible et pas uniquement du côté techno-solutionniste, on va dire. Et ça, donc notamment dans les auditions. Et si on revient juste un tout petit peu sur le casting de la commission, dont on a bien compris que tu ne l'avais pas choisi et qu'il faut composer avec quand on est nommé à ce moment-là présidente ou coprésidente de la commission, on ne peut pas s'empêcher de te poser quand même une question que tout le monde se pose. C'est une commission de cet ordre-là qui préside justement à des recommandations qui seront faites au gouvernement et plus loin encore à la présidence de la République sur les stratégies à mener en termes d'IA, dans le casting dans lequel on retrouve des personnalités extrêmement connues d'entreprises privées, de big tech même, pour ne pas les citer. Meta avec Yann Lequin, tout le monde respecte Yann Lequin évidemment. Parfois il peut avoir des mots qui peuvent porter à polémique, mais voilà, les entreprises privées qui ont des intérêts à faire valoir lorsqu'elles participent à ce type de débat, comment on justifie ça ? Alors, d'une part, je tiens à dire, et on a fait une charte qu'on a fait signer à tous les membres de la commission, que chacun et chacune participait à titre personnel et pas en représentation ni de Meta, par exemple, ni de la CFTT, ni d'ailleurs de la Fondation Omidyar, ni moi au titre de l'ENS, par exemple. On y était tous clairement à titre personnel. Mais la raison pour laquelle je trouve que c'est une bonne idée d'avoir inclus des représentants de sociétés privées, c'est qu'en fait, dans le domaine de l'IA, le développement se fait pour beaucoup
dans des sociétés privées. Il se fait aussi beaucoup dans le domaine de la recherche. Donc là, on avait des chercheurs publics, Gaël Varocco, Isabelle Ril, Alexandra Bensamoun et d'autres. Donc c'est très important d'avoir des chercheurs de la recherche publique. Mais aujourd'hui, la rapidité de développement est telle que entre le commencement d'une thèse, la fin d'une thèse, le début d'une start-up et elle devient une grosse compagnie comme OpenAI qui est valorisée plusieurs dizaines de milliards de dollars, ça va très vite en fait. On peut le voir sur Mistral aussi. La création de la société et ensuite par un certain nombre de chercheurs en fait qui étaient dans des entreprises plutôt privées mais qui étaient chercheurs et la valorisation économique, ça change mais en une année. Donc les acteurs de la tech sont des acteurs très importants dans la réalité du déploiement de l'IA et c'est important de les avoir à la table. Pas seulement eux, mais c'est important de les avoir. Alors c'est vrai que l'arrivée d'OpenAI dans l'écosystème a fait que ça a beaucoup bouleversé notre façon de voir les choses, puisque son explosion a été tellement rapide que voilà, ça a un peu surpris peut-être beaucoup de personnes. La question que j'ai, c'est qu'est-ce qui motive justement la création de cette commission? Est-ce que c'était la rapidité d'OpenAI qui nous a fait dire qu'il faut absolument qu'on fasse cette commission tout de suite, ou est-ce que c'est une idée, un volet économique sur lequel on voulait se dire il y a peut-être quelque chose, il faut qu'on se positionne absolument et qu'on remette un peu la compétitivité française au cœur de ces enjeux-là? Qu'est-ce qui a vraiment motivé la création de cette commission? Je pense que c'est un peu les deux. En fait, ça fait longtemps que la France se préoccupe de l'IA. Il y a eu le rapport Villani, donc en 2018. Cédric a fait un très beau rapport. C'était avant l'IA générative, mais c'était un très beau rapport qui a permis de créer les instituts, ce qu'on appelait les instituts de recherche 3IA. Qu'on maintenant on appelle les clusters IA, et ensuite le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, avec un pilote transversal au sein du gouvernement, avec des investissements de France 2030, et puis après tout le monde, c'est pas juste le gouvernement, tout le monde a vu arriver ChatGPT, s'est dit mais ça impacte l'éducation, la santé, le travail, l'économie, donc qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'assez naturellement, du coup, le gouvernement s'est dit il faut actualiser les choses. On avait un rapport de 2018, on est fin 2023, début 2024. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et quelle place justement ce rapport a pris dans cette commission? Comment est-ce que vous l'avez intégré dans l'ensemble de votre réflexion? Le rapport Villani, tu veux dire? Oui, alors bien sûr, on l'a pris comme un des éléments de départ. On a auditionné Cédric Villani, on lui a demandé ses conseils. On lui a dit voilà, on fait une commission, tu l'as fait il y a quelques années, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ou de ne pas faire? Et en même temps, les choses avaient beaucoup changé en 6 ans. Donc on est aussi parti de la réalité d'aujourd'hui. En travaillant avec Cédric. Donc finalement, vous avez un peu regardé entre les lignes le rapport de Villani, et donc c'est le moment de couper avec notre petite chronique qui s'appelle La tech entre les lignes de Louis de Diesbach. La tech entre les lignes. Alors Louis, tu avais commencé en janvier avec de très vieilles lignes. Avant les vacances, tu veux clôturer avec des lignes un peu moins vieilles, mais beaucoup plus nombreuses. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler d'un livre entier, Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. On fait un petit clin d'œil à François Saltiel au passage. Le livre est très connu, et Aldous Huxley également, avec 1984 d'Orwell. Et c'est connu pour avoir dépeint une dystopie qui s'avère chaque jour un petit peu plus visionnaire. Et Huxley, qui fut par ailleurs le professeur d'Orwell à Eton en Angleterre, reste selon moi d'une actualité brûlante. D'accord, mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, est-ce que tu peux me faire un petit rappel, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors en fait, il s'agit d'un roman dystopique qui est sorti en 1932 et qui décrit un futur où la société est rigoureusement contrôlée par le gouvernement. Les humains sont créés en laboratoire et conditionnés pour occuper différents rangs sociaux, de l'alpha à l'epsilon. Le bonheur est assuré par différents moyens tels que l'absence de maladie, de vieillesse et même de douleur grâce à la consommation d'une drogue qu'ils appellent le soma. Mais le secret du bonheur et de la vertu, pour citer l'ouvrage, c'est d'aimer ce qu'on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Et donc la liberté individuelle et les relations familiales sont donc complètement étouffées et éliminées pour maintenir l'ordre social. Le bouquin creuse les questions de la technologie, du contrôle gouvernemental et de la perte de l'individualité pour pouvoir gagner en satisfaction personnelle. N'importe quoi pourvu qu'on puisse vivre tranquille, dit l'ouvrage. Huxley pose alors en fait des questions sur le sacrifice de la liberté pour la stabilité et la sécurité. Et il interroge les limites de l'intervention scientifique dans la société. Je reconnais bien là des thèmes qui t'intéressent, c'est clair. Et pourquoi nous en parler aujourd'hui, au fait ? Il y a plusieurs raisons, mais je voudrais me concentrer sur 2 d'entre elles. Tout d'abord, rappeler l'importance de la science-fiction et de la fiction dans nos imaginaires.
Lire de la philosophie, on le sait, c'est parfois un petit peu complexe, parfois impossible quand on n'est pas accompagné par un professeur. Et tout aussi complexe à ingérer qu'à partager avec autrui. La fiction, en fait, c'est l'inverse de tout ça. C'est plus facile à aborder et à digérer, on peut facilement échanger avec autrui et on peut, en réalité, déjà faire de la philosophie et exercer son esprit critique en se penchant sur des œuvres fictives. Ouais, c'est bien pour ça que tous les épisodes de Trench Tech débutent toujours avec un petit extrait de film. Bah c'est ça. Et la deuxième raison, c'est que Le Meilleur des Mondes pose des questions importantes sur notre rapport à la tech et à autrui. Comme le précisait justement Huxley dans une préface qu'il rédigera en 1946, donc près de 15 ans après, le thème du Meilleur des Mondes n'est pas le progrès de la science en tant que tel, c'est le progrès de la science en tant qu'il affecte les individus humains. Dans un très chouette échange entre Yuval Harari, tu sais, l'auteur de Sapiens et d'Homo Deus, et de Michael Sandel, un professeur de philosophie politique à Harvard, Harari dit qu'il craint que d'ici quelques années, les gens ne voient plus Le Meilleur des Mondes comme une dystopie, mais bien comme une utopie et un projet de société. Je pense que c'est alors justement là que des projets comme Trench Tech notamment ont un rôle majeur à jouer pour nous rappeler le personnage du sauvage du livre, sans tout vous spoiler, et nous dire qu'il y a du bon dans l'effort et dans la difficulté, dans la tristesse et dans la vérité, dans l'expérience de la vie en fait tout simplement. D'accord, donc je comprends bien, on prend Le Meilleur des Mondes d'Huxley avec soi en vacances, c'est bien ça. Ce sera sûrement pas du temps perdu en tout cas. Bonne lecture et bonnes vacances. Trench Tech, esprit critique pour Tech Critique. Un petit peu de lecture rafraîchissante pour les vacances, si c'est pas beau ça. Un vrai conseil à suivre. C'est vrai. Il faut le lire. Alors Anne, revenons à nos moutons, revenons plutôt au rapport que tu as émis, que tu as remis et qui émet lui une alerte forte. L'économie du numérique est 2 à 3 fois plus faible en Europe qu'aux États-Unis et l'IA suit en plus pour l'instant la même trajectoire. Le rapport alerte d'ailleurs en disant que la France et l'Europe encourent même le risque d'un rapide déclassement économique. Le mot est fort. En outre, la Commission estime que l'IA pourrait augmenter le PIB de notre pays de 250 à 420 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 15% de notre PIB. Ce gain serait obtenu à la fois par une augmentation de la productivité des entreprises et aussi par le développement d'un marché des entreprises technologiques. Je cite le rapport. Il faut donc miser sur l'économie de l'IA, mais aussi sur l'économie avec l'IA. Alors Anne, comment sont calculés ces chiffres ? On en lit plein dans plein de rapports d'ailleurs d'analystes et autres. Quelle est la méthode pour arriver à estimer ces chiffres-là de manière fiable ? Oui, alors ça c'est justement la partie économique du rapport et donc c'est Philippe Aghion qui est économiste avec notamment Simon Bunel qui était un de nos rapporteurs qui est aussi un brillant économiste qui ont fait ce travail-là d'une part en s'appuyant sur des travaux internationaux sur l'IA de personnes comme Eric Brynjolfsson ou autres qui font des études similaires notamment aux États-Unis. Mais ce qui se passe c'est qu'ils ont fait des études sur des données françaises, sur des données de l'INSEE et de l'INED sur les entreprises françaises qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors comme c'est des données réelles historiques, elles sont pas sur de l'IA générative, elles sont sur de l'IA plus classique, mais l'analyse statistique des entreprises qui utilisent l'IA par rapport à celles qui ne l'utilisent pas et par rapport à la situation antérieure, ça montre une augmentation de la productivité et une augmentation de la valeur ajoutée de ces entreprises. Et si on agrège, une augmentation du PIB, donc de l'ordre de 1,5% par an. C'est de là que viennent ces chiffres. Et c'est très intéressant parce que c'est basé sur des données françaises. Et alors précisément, le rapport indique que ces gains sont à entrevoir sur les 10 ans à venir et qu'ensuite, les gains de productivité cessent, ou en tout cas ralentissent, disons. Et vous faites le parallèle dans ce rapport avec l'électricité, qui au début du XXe siècle, en fait, a mis près de 20 ans à véritablement porter ses fruits, parce qu'on était encore sur l'exploitation des techniques, on va dire, précédentes. Et il a fallu attendre l'arrivée du fil électrique et la miniaturisation, je vais y arriver, des moteurs électriques pour transformer véritablement l'organisation des entreprises avec les machines qui étaient plus le long du bras hydraulique, etc. Donc là, si on considère que ce gain en PIB estimé sur la base des gains de productivité est exprimé sur les 10 prochaines années, alors que vous faites la comparaison avec la latence en quelque sorte qu'il faut attendre, considérant la précédente innovation de rupture qui fut l'électricité et son impact dans les organisations des entreprises.
comment on fait le rapprochement finalement si Combien de temps il faudra attendre pour avoir cette valeur, c'est ça ta question? Si, c'est sur 10 ans. Mais d'un autre côté, dans le rapport, on nous dit qu'il faut 20 ans à peu près pour que les gains de productivité arrivent véritablement. Est-ce que l'IA ira plus vite que l'électricité? Passe à l'échelle, quoi. Tu vois, il y a une question de scalabilité dans l'affaire. Oui, et en fait, alors c'est vrai, hein, historiquement, ça prend du temps pour déployer des révolutions comme ça. C'est vrai aussi que l'intelligence artificielle, le développement est beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a vu avant. Donc c'est pour ça que c'est difficile de prévoir, mais par exemple, le déploiement de ChatGPT, ChatGPT, OpenAI a mis 2 mois à obtenir 100 millions d'utilisateurs. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Typiquement, même les choses les plus rapides, si on prend TikTok, si on prend Netflix, ça prend 1 an, ça prend 2 ans. Donc on est vraiment dans de l'accélération. Alors ça prend un peu plus de temps pour se diffuser dans les entreprises, mais on pense que ça va être une diffusion beaucoup plus rapide. Après, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que... Pardon, oui. Là, pardon de t'interrompre, mais c'est ce que j'allais dire. Là, tu nous donnes des exemples d'usage et d'adoption par le grand public. Et donc, il est avéré effectivement que ça a été exponentiel. De là à se propager dans les entreprises, nous, on accompagne les entreprises notamment sur ces sujets-là. Récemment, je lisais une étude qui explique, une étude, alors je ne sais plus si c'est McKinsey, je crois, enfin en général, je vais taper dans du McKinsey ou du BCG, etc., qui explique qu'à date, parmi les entreprises qui ont intégré l'IAG, il n'y en a que 11% qui sont passés à l'échelle. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même que l'appropriation et le fait d'être dans le bac à sable, faire des pilotes, etc., il n'y a pas de problème. En revanche, pour passer à l'échelle, c'est quand même un peu plus long que ça et on n'est pas tout à fait sur la même accélération ou la même célérité en termes de taux d'adoption. Donc, non, mais on est quand même bien avant les 10 ans. ChatGPT, c'était novembre 2022, donc ça fait même pas 2 ans. Donc effectivement, on est peut-être à 10-11%, ça dépend des études, hein, et c'est normal. Mais à l'échelon 10 ans, on sera beaucoup plus. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que les entreprises américaines, notamment, vont beaucoup plus vite que les entreprises européennes. Et les entreprises chinoises, je pense que la Chine est partie avec beaucoup de retard, mais est en train d'accélérer à une vitesse absolument phénoménale. Et donc le risque, c'est que l'Europe, effectivement, soit en retard et que les concurrents des entreprises françaises les plus développées, les plus puissantes dans le luxe, dans la santé, dans la beauté, on a des très 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 belles entreprises France et en Europe, mais si leurs concurrents utilisent l'intelligence artificielle plus rapidement, à horizon 10 ans, ça peut vraiment avoir un impact compétitif très fort. C'est là que vous parlez carrément de déclassement économique. Alors moi, le mot revient plusieurs fois dans le rapport, ce risque de déclassement économique. Je me demande si vous ne parlez pas à un moment donné d'un risque de déclassement social. Le mot est très très fort. Est-ce qu'il n'est pas trop fort? C'était quoi? C'était une volonté de faire un état de choc pour le gouvernement notamment, où il y a un véritable risque de déclassement que vous portez là, et donc comment il pourrait arriver? Quel est ce risque? Il y a un véritable risque, hein. C'est vrai pour l'ensemble du numérique. Est-ce qu'on a des grandes entreprises du numérique et de la tech en Europe? Pas vraiment. On a des startups, c'est très bien. On a Blablacar? Oui. on a Spotify. On a Spotify, absolument. On en a quelques-unes. C'est une poignée d'exemples, on est d'accord. DeepL, et je fais toujours la pub de DeepL, c'est beaucoup mieux que Google Translate, et c'est allemand, donc c'est très bien. Mais les grandes entreprises de la tech, à la Microsoft, à la Amazon, à la Apple, à la Google, à la OpenAI, à la Anthropic, je pourrais continuer, on n'a pas. Et bien sûr, on ne va pas aujourd'hui concurrencer toutes ces entreprises-là, mais en analyse collective, ça veut dire qu'on laisse cette innovation se faire ailleurs. Et c'est pas très grave dans un certain nombre de domaines, mais dans un monde qui se tend d'un point de vue géopolitique, hein, et forcément on le voit beaucoup, ça veut dire qu'il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas, et notamment sur l'IA, ça veut dire que les valeurs culturelles, les données, les présupposés civilisationnels, même les valeurs de l'IA, aujourd'hui, c'est plus des valeurs américaines. Justement, vous précisez dans le rapport qu'il ne s'agit pas de courir après ceux qui sont partis avant nous, mais il s'agit surtout de cibler ses efforts sur d'autres compétences bien spécifiques. Hein. C'est écrit noir sur blanc, c'est difficile pour l'État de cibler son soutien sur les prochaines innovations à succès, donc il faut avoir une politique plutôt horizontale, hormis quelques compétences particulières comme la puissance de calcul, les données, voilà, entre autres. Néanmoins, que ce soit pour soutenir
les faiseurs d'IA, on va dire, en Europe, ou les industries plus classiques qui auraient besoin d'intégrer l'IA pour maintenir un haut niveau de compétitivité, pour atteindre ces points de PIB en plus, il faut des investissements. Donc ça se passe comment de ce côté-là? Il faut investir combien et à quelle échéance? Mais il faut investir beaucoup. Après, les chiffres disent ce qu'ils veulent dire. Nous, on a dit 5 milliards par an pendant 5 ans. Après, on regarde les montants d'investissement aux États-Unis, les montants d'investissement dans les Émirats ou dans les pays du Golfe. On est sur des montants beaucoup plus élevés. Donc, il y a des gens qui nous disent que c'est beaucoup ce que vous vous demandez. Il y a d'autres gens qui nous disent en fait c'est pas beaucoup. Mais... J'ai regardé 5 milliards par an. Donc, c'est 0,003%. Exactement. De la dépense publique en 2022. À titre d'exemple, 3 milliards sont dépensés pour l'agriculture, l'alimentation, les forêts et la ruralité, 3,5 milliards pour la culture, 57 milliards pour la défense. On comprend un peu pourquoi en ce moment. Mais quand même, c'est quand même pas grand-chose, 5 milliards, on se dit, chaque année, fois 5 ans, par rapport justement à ce qui se passe ailleurs. Ça paraît presque dérisoire, désolé de le dire comme ça. Ouais. Je suis d'accord, et c'est de l'investissement. C'est pas des dépenses de fonctionnement. Bien sûr, on a besoin de dépenses de fonctionnement, et tout le sujet budgétaire de est-ce qu'on est dans l'enveloppe ou pas, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet différent. Là, c'est comme quand chez soi, on se dit, bien sûr, il y a qu'est-ce que je dépense chaque mois pour manger, pour m'habiller, pour etc. Puis il y a qu'est-ce que j'investis dans rénover mon appartement ou mon patrimoine, ou etc. Et l'investissement, c'est ça qui permet dans le futur d'avoir des choses qui sont plus en ligne avec ce qu'on veut faire. Et donc c'est vraiment de l'investissement qu'on demande et qu'on recommande. Et je pense qu'il en faut à la fois public et privé. Ouais, c'est les deux, c'est ça. Ouais. Anne, si je peux me permettre d'aller juste un tout petit peu plus loin, puisqu'on est en train de parler, on a parlé dans l'introduction que on pouvait avoir une augmentation du PIB de 15%, donc on comprend qu'il faut faire des investissements pour pouvoir dégager un petit peu cette augmentation de PIB, mais concrètement, où est-ce qu'on va chercher ces 15% de gains? Où est-ce qu'on va les trouver, ces 15% de gains? Les gains, c'est des gains de productivité des entreprises. Donc là, on peut parler de l'impact sur le travail. Et bien sûr, c'est une question que tout le monde se pose, qui est une énorme question sur l'IA. Alors, ce qu'on peut dire, et ça, c'est les études de la commission, mais d'un certain nombre d'économistes aussi, c'est que peut-être il y a effectivement des métiers qui vont disparaître parce que les tâches qui les composent sont des tâches qui sont automatisables. On peut penser à certaines tâches de traduction, le doublage par exemple d'une vidéo. Le métier de sténodactylo est un métier qui est d'ailleurs quasiment disparu. Il y a aussi des métiers qui sont créés, on peut se dire peut-être 5 à 10% de chaque côté. Les nouveaux métiers aujourd'hui d'ingénieur en cybersécurité, de modération de contenu sur Internet qui n'existaient pas il y a 20 ans. Il y en a d'autres qui sont en train de se créer sur l'IA. Mais le gros de l'impact, c'est 80% des métiers qui vont changer, qui vont continuer à exister, mais pour lesquels il faut apprendre à se servir de l'IA, parce qu'il y a une partie des tâches de ces métiers-là qui vont changer. Et c'est pour ça que la toute première recommandation du rapport, et celle qui, moi, me tient vraiment à cœur, c'est une recommandation de formation et de prise en compte de ce que c'est, donc en expérimentant, en regardant, parce que ça va changer la manière dont on travaille. Ouais, et donc ça va changer la manière d'organiser les entreprises, de manager aussi, et de travailler. C'est un sujet qui me passionne parce que moi je suis en plein dedans et tous mes clients en fait, m'adressent la parole entre guillemets que sous cet angle-là. Et alors je trouve qu'il y a une nouvelle très réjouissante dans le rapport, c'est que vous expliquez que, alors vous appuyez sur des études évidemment, et qui montrent que ce sont les entreprises qui ont le plus investi dans l'IA ces 3 dernières années qui ont le plus embauché derrière. Oui. Donc il y a une corrélation, on va dire, entre l'IA et l'IA générative, entre autres. Alors, parfois, les études, comme vous appuyez sur des études qui ont été menées un peu avant, il y en a, c'est très précis sur l'IAG, d'autres, c'est sur l'IA. Bon, voilà. Néanmoins, il y aurait une corrélation entre l'investissement dans l'IA au sein de l'entreprise et le taux d'emploi. Et vous précisez aussi que les métiers vont évoluer, l'emploi va changer, mais sur la destruction à proprement parler d'emplois, vous dites, ou vous écrivez du moins, que les emplois directement remplaçables par l'IA ne représenteraient donc que 5% des emplois d'un pays comme la France. 5%. Donc ça vient quand même battre un petit peu en brèche tous les discours que l'on entend, qui sont parfois plutôt des convictions ou des fantasmes de cette technique qui viendrait détruire systématiquement de l'emploi. La formation, tu nous dis,
Mais qu'est-ce qu'on fait pour les risques de déclassement et de désocialisation, qui sont des sujets qui te tiennent à cœur? Bien sûr, et donc ça, c'est vraiment important, à la fois pour l'emploi, et c'est exactement tout ce que tu viens de dire, mais aussi pour la participation à la société, parce que de plus en plus, ça va nous permettre d'interagir avec les services publics, avec les services de santé, etc. Et pour ça, c'est très important que chacun, chacune, à tout âge, apprennent à travailler avec ces outils-là. Et quand on essaye, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si compliqué parce que l'interface avec l'IA générative, en fait, c'est quoi? C'est du texte. Donc, soit c'est du texte qu'on tape, soit c'est de la voix. Donc, on peut juste parler, poser une question, demander quelque chose, et puis peut-être pas toujours compris, la réponse n'est pas toujours parfaite, mais on se rend compte qu'en fait, c'est simple. Et on se rend compte que quand on pose une question dans un domaine qu'on connaît bien, c'est pas bluffant. Et ça, je pense, c'est un élément, j'aimerais bien juste insister dessus parce que on se dit, oh là là, ça va nous remplacer. Donc, si on pose une question, moi, par exemple, je suis pas du tout spécialiste, je vais dire, par exemple, de la mode. Et donc, si je pose une question sur comment créer une entreprise de mode avec distribution en ligne, je vais être bluffé parce que je vais trouver que c'est vachement impressionnant ce qu'on me dit. Mais par contre, si je pose une question sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, je vais dire, c'est des banalités qu'on me dit parce que moi, ça, c'est un sujet que je connais. Et ça, je recommande à tout le monde, aux journalistes de poser des questions, aux journalistes, aux médecins de poser des questions, médecins, et donc de voir que c'est bien, ça donne une bonne vision de base des choses. Et ça aide dans les choses qu'on ne connaît pas. Et ça, vraiment, il faut que tout le monde joue avec. C'est quelque chose que tu dis souvent, qui est vraiment important. Voilà, faut que tout le monde joue avec parce qu'il n'y a qu'en pratiquant on se rend compte à la fois des opportunités, mais aussi des limites, et ça aide à tout de suite faire redescendre la température. Tout le monde est calmé et on a l'esprit un peu plus critique. Alors en termes d'esprit critique, justement, je crois que c'est l'heure de retrouver notre éthicien en chef, Emmanuel Goffi, pour sa philothèque. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Emmanuel, tu évoques régulièrement dans tes chroniques le poids du narratif dans notre compréhension de ce qu'est l'éthique appliquée au système d'intelligence artificielle. Tu nous alertes ainsi sur la difficulté à nous extraire de ce discours qui conditionne nos comportements. Du coup, comment peut-on réellement faire preuve d'esprit critique alors que ce conditionnement existe partout ? Alors il y a en effet un monde entre promouvoir l'esprit critique et le pratiquer. Paradoxalement, cette mise en avant de l'esprit critique, elle fait elle-même partie du narratif qu'il faut questionner. La majorité des gens te diront qu'il faut faire preuve d'esprit critique avec plus ou moins de bonne foi et avec une conviction variable, mais le discours tend malgré tout à le valoriser. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que l'esprit critique, ça n'est pas vraiment bienvenu dans la limite où, pratiqué correctement, il favorise une certaine réserve à l'égard du discours, ce qui peut sembler aller à l'encontre de la volonté de créer de la confiance. En effet, l'esprit critique, c'est de la méfiance. Alors, pas de la défiance, mais une capacité à rester alerte, à prendre du recul sur ce que l'on entend, on lit ou on voit. Alors, en matière d'éthique appliquée au système d'intelligence artificielle, j'ai l'habitude de dire que la tendance est aux prosélytes non pratiquants. On peut clairement faire la même constatation au sujet de l'esprit critique. Oula, des prosélytes non pratiquants. Fait rêver, j'en connais quelques-uns autour de moi. Mais du coup, ça veut dire quoi ? L'esprit critique, c'est juste une utopie ? Non, c'est pas de ceux du studio. Je vois qu'ils me des regards à côté. Quand je dis autour de moi, c'est dans mon entourage, pas vous, forcément. Bref, revenons à nos moutons. Donc, est-ce que ça veut dire que l'esprit critique, finalement, Emmanuel, c'est une utopie, quelque chose d'inatteignable ? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une utopie, mais ça reste un idéal. Et comme tout idéal, c'est difficile à atteindre. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Une première condition pour pratiquer l'esprit critique, c'est d'ailleurs de savoir que ce n'est pas chose simple et que l'ambition, elle doit être mesurée. Faire preuve d'esprit critique, c'est se mettre en danger. C'est remettre en question certaines légitimités présumées, voire certaines autorités. C'est prendre le risque d'être ostracisé. Ah oui, rien que ça. En faisant trop jouer notre esprit critique, on pourrait finalement se retrouver isolé, mis au banc de notre groupe social. C'est pour cela que tant de personnes n'en prennent finalement pas le risque et reviennent dans le confort de la conformité. Alors c'est à chacun et à chacune de trouver sa réponse, en s'aidant par exemple d'Aristote et de son éthique de la vertu, en se posant la question « quelle personne est-ce que je veux être ?» Le fait est que si on abdique son esprit critique, on accepte une forme de servitude, on se soumet au conformisme. Or, en matière d'éthique, Kant nous rappelle qu'un acte posé par conformité au devoir a moins de valeur morale qu'un acte posé par devoir. Et ce qui nécessite d'ailleurs une autonomie de pensée, une volition, comme l'écrit Kant,
c'est-à-dire l'autonomie de la volonté qui repose sur la raison. Or, cette autonomie, elle ne peut pas être atteinte par l'asservissement aux injonctions qui nous sont opposées, sauf à ce que cette servitude elle-même soit désirée. Donc, être un esprit libre, comme l'écrivait Nietzsche, c'est se mettre en danger. Sortir de sa zone de confort, comme le disent les coachs, c'est finalement plus confortable. Mais alors, derrière le danger, est-ce qu'il n'y a quand même pas la promesse d'une plus grande liberté ? Exactement. En fait, Rousseau écrivait que, je le cite, « renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs ». Et cette liberté, bien, elle passe par l'esprit critique. C'est pour ça d'ailleurs que Michel Foucault invitait à ce qu'on appelle le jeu parésiastique, c'est-à-dire, je le cite, « au courage de la vérité chez celui qui parle et prend le risque de dire, en dépit de tout, toute la vérité qu'il pense ». Mais c'est un exercice compliqué. La société tout entière fonctionne sur le conformisme, sur des règles, des pratiques qui facilitent le vivre ensemble. Le langage, d'ailleurs, en est un des vecteurs de ce conformisme, et notamment de ce qu'on appelle le structuralisme, sur lequel ont travaillé des gens comme Ferdinand de Saussure, Jacques Lacan, Louis Althusser ou encore Roland Barthes, ou même Claude Lévi-Strauss, et qui renvoie à la manière dont sont structurées nos perceptions et nos idées, à partir des liens que l'on fait entre les objets ou les sujets et leur environnement, ou encore d'ailleurs entre eux. Sans esprit critique, eh bien, on ne peut pas prendre de recul sur ce structuralisme qui biaise nos pensées et conditionne nos comportements. Au final, il faut se libérer de ce structuralisme en trouvant un juste équilibre entre esprit critique et conformisme. L'idée, ça n'est pas de contester pour le plaisir de contester, mais de rester vigilant, de garder le contrôle de notre volonté tant que faire se peut. Et c'est là que le questionnement, notamment sur le narratif, prend toute son importance. Mais la plus grande difficulté, ça reste d'être capable de prendre du recul sur son propre savoir et les limites de ce savoir, d'accepter nos failles, de les assumer et de les prendre en compte. Et tout ça, seul l'esprit critique, le vrai, nous le garantit. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors Anne, tu nous le disais tout à l'heure, tu as créé une fondation pour l'IA responsable, qui est une expression en soi qui a souvent été débattue, notamment dans nos épisodes. Et en matière d'IA responsable, on ne peut s'empêcher, nous, chez TrenchTech, de penser au réchauffement climatique et de l'impact de l'IA sur l'environnement. Donc, pour terminer sur le rapport et passer ensuite plutôt aux œuvres, je dirais, de tes différentes fondations, cette question-là, les impacts environnementaux des IA sont très préoccupants, on le sait, et c'est pas uniquement lié, vous l'écrivez là encore dans votre rapport, à l'entraînement, mais c'est sur tout le cycle de vie de l'IA. Il y a un chiffre quand même pour l'illustrer, Microsoft annonce une augmentation de ses émissions de CO2 de 30% entre 2020 et 2023, qui est liée notamment aux IA génératives. Et donc, dans le même temps, dans le rapport, votre recommandation numéro 5, c'est faire de la France un pionnier de l'IA pour la planète. Et en même temps, n'y voyez aucune malice de ma part, faire de la France aussi, à court ou moyen terme, un pôle majeur de la puissance de calcul au niveau mondial. Bon, la puissance de calcul, on sait ce que ça a comme impact en matière d'empreinte CO2 derrière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction d'engagement là ? Est-ce qu'il n'y a pas des injonctions contradictoires ? Alors forcément, on est dans des choses qui sont pas naturellement facilement compatibles. Il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que l'IA générative telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est un peu une course à la taille. C'est beaucoup de données, beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul et beaucoup d'entraînement. Et on ne mesure pas beaucoup l'impact. En fait, il n'y a pas dans toutes les démarches qui existent aujourd'hui d'audit, d'évaluation, c'est plutôt des évaluations de performance, de pertinence, de qualité, etc. Mais pas d'impact consommation d'électricité, carbone, eau, etc. Pardon de t'interrompre là, mais comment on peut accepter ça en 2024 ? De concentrer ses efforts d'observation et d'audit sur la performance de la bécane, on est bien d'accord, on est là quand même pour ça. Mais comment on peut faire totalement abstraction de ses performances énergétiques ? Ça paraît fou. Ça paraît complètement fou. Et je pense que la France, là, a un rôle important à jouer et commence à le jouer aussi. Et dans le cadre du sommet donc sur l'intelligence artificielle, sommet international qu'on organise, qu'on m'a demandé d'organiser pour février 2025, c'est un des sujets qu'on veut mettre sur la table. On veut pouvoir savoir, c'est la toute première chose, mesurer l'impact en consommation, en impact carbone, en eau de l'intelligence artificielle. On peut le
faire à différentes couches. C'est très important de le faire parce qu'après, ça permet de focaliser le travail des chercheurs, le développement sur des modèles plus frugaux, des modèles de toute façon dont on va avoir besoin. C'est parce qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle dans les smartphones, il faut des tout petits modèles pour être capable de faire ça. Mais aujourd'hui, donc, on ne mesure pas et je pense qu'on pourrait assez facilement mesurer, c'est une des recommandations du rapport, et on va pousser ça pour le sommet, qu'on puisse avoir un accord, j'espère mondial, sur le fait de pouvoir mesurer ça. Je voudrais juste aller un tout petit peu plus loin dans ce que tu évoques sur ce sujet-là, puisque dans le rapport, effectivement, il y a quand même des mesures assez précises qui sont données sur la consommation. Alors, assez précises, façon de parler, hein, mais on a des ordres de grandeur, des échelles. Cyril en a rappelé quelques-unes. Vous parlez également de l'électricité, de la consommation électrique, qui est à peu près l'équivalent d'un pays comme l'Argentine. Et j'ai envie d'aller un peu sur la conclusion qui dit que globalement, oui, mais l'IA va nous aider à aller mieux dans ce côté-là. Mais là, j'ai pas de chiffres. Alors, je suis un peu tombé des nues. Quand moi, j'ai lu ça, je me suis dit, on dit très clairement que ça consomme énormément et on fait un pari très hypothétique sur ça va nous aider. Et c'est là où j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on y fait et comment est-ce qu'on s'y prend sur ce sujet-là. Oui, alors là, il y a pas mal d'études aussi, mais pareil, pas quantifiées au niveau global. Mais là, il y a et je sais que vous l'avez déjà interviewé, mais Gilles Babinet, par exemple, vient de sortir un livre, Green AI, Green IA, et c'est tout à fait, lui, son sujet. Alors, le premier sujet de mesurer est très important. Le deuxième sujet de comment ça peut aider à éviter de gaspiller de la consommation énergétique en eau, le fait d'utiliser à bon escient des engrais, par exemple, pour l'agriculture. Il y a le fait de pouvoir prévoir les risques climatiques et donc prévoir les destructions qui peuvent venir de risques climatiques. Il y a un certain nombre d'exemples. Il faudrait pouvoir en quantifier l'impact, mais il y a aussi un certain nombre d'exemples positifs. Donc il y a les deux, mais on peut pas être juste d'un côté. Il faut qu'on puisse avoir le fait de mesurer et d'essayer de minimiser, et d'un autre côté le fait de l'utiliser autant que possible pour des sujets d'intérêt général. C'est bien ça. Alors il y a un autre sujet aussi autour de ça qui est celui de la confiance. Et de sondage en sondage, en France, la situation ne se dément pas. On est toujours dans les pays qui ont le moins confiance dans les innovations qui arrivent, qui ont le plus de réticence par rapport à l'IA. Et puis justement, du coup, le rapport, lui, une des toutes premières propositions, on en a parlé, c'est autour de l'appropriation collective. Alors finalement, comment on prépare les Français, comment on prépare la collectivité, comment on prépare les gens à utiliser l'IA, à ce qu'elle vienne aussi dans notre quotidien? Alors, il n'y a pas une seule réponse. Je pense qu'il faut le faire de plusieurs façons. Il y a tout d'abord l'enseignement. Et alors là, moi, je connaissais pas encore TrenchTech, mais je suis très alignée avec beaucoup des choses que vous faites. Je pense que l'esprit critique, ça se développe très très tôt, à la maternelle. On n'a pas besoin d'apprendre aux élèves de maternelle à coder ou à utiliser une intelligence artificielle, mais on peut leur montrer une image. On peut leur montrer une image d'un éléphant qui est en train de voler vers la lune, ou d'un pape qui a une doudoune blanche à la mode, et des tas d'images, et leur dire qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une image vraie ou une image fausse? Est-ce qu'elle a été générée par une intelligence artificielle ou est-ce que c'est une photo? Et rien que cette discussion-là, je pense que n'importe quel instituteur, institutrice dans toutes les classes devrait l'avoir avec les élèves, et c'est très riche, et les enfants ont un esprit critique très développé. Et beaucoup d'ailleurs de pédopsychiatres disent depuis toujours qu'il est important que les enfants arrivent à très très vite comprendre qu'est-ce qui est de l'ordre du conte et qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité. L'histoire du Père Noël d'ailleurs c'est un peu troublant par rapport à ce grand enjeu d'éducation. Donc cette discussion autour des les contes et la réalité, il faut y ajouter la dimension IA et en parler très tôt. Et donc et au-delà de l'école et donc de ce développement de l'esprit critique, parce que ça va aider sur tout ce qui est autour des sujets de désinformation et puis sur cette ère de la post-vérité dont certains nous parlent. Bon, au-delà de ça, est-ce qu'il faut former? Je crois que c'est Singapour qui a lancé un grand programme de formation générale de toute sa population, donc des dizaines de millions de personnes qui vont suivre une formation à l'IA, donc j'imagine à comprendre les grands rouages de l'IA et puis à savoir les utiliser. Est-ce qu'il faut aller vers des solutions comme ça en France aussi? Oui, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, mais il faut aussi. Donc avec la fondation Abéona que j'ai cofondée avec Tania Perel-Mutter en 2018, une des initiatives qu'on a prises, c'était avant l'IA générative, mais on a ensuite mis à jour, c'est de créer un cours gratuit en ligne, un MOOC,
Ça prend 4, 5, 6 heures pour le suivre, qui s'appelle Objectif IA. On l'a fait avec Open Classrooms, qui est une super boîte spécialisée dans la formation en ligne, avec Mathieu et Pierre, et on l'a fait avec l'Institut Montaigne. Aujourd'hui, il y a 350 000 personnes qui ont commencé le cours, et il y en a 80% qui l'ont fini. On s'est donné comme objectif d'atteindre 1 million de personnes pour le sommet de février 2025, et une version française et une version anglaise. Ça va pas suffire, mais c'est ce genre d'initiative hyper simple, hyper pédagogique. Qu'est-ce que c'est que l'IA? Quels sont les risques? De quoi faut-il avoir peur? De quoi, où sont les opportunités? Ça fait partie des choses à faire. Il y a les cafés IA. Et juste une formation massive, comme le font certains États. Enfin, moi, j'ai lu des grands débats, en l'occurrence sur LinkedIn, en disant la France est encore larguée, regardez ce que fait Singapour, eux au moins ils y vont, ils forment tout le monde, et puis l'affaire est réglée. Ça m'a surpris. Est-ce que c'est vraiment souhaitable de le voir comme ça? Personnellement, ça m'a un peu choqué. On n'est pas le même type de pays que Singapour, donc on ne peut pas obliger les Français à suivre je pense que ce serait dur. Donc on peut leur proposer des formations comme Objectif IA, et on peut aussi leur proposer des lieux de débat. Et donc une des recommandations de la Commission, et le Conseil national du numérique va l'apporter, donc c'est très bien de voir qu'il y a des recommandations, il y en a beaucoup qui sont prises, mais ça c'en est une, va créer des cafés IA, des endroits où on pourra débattre de l'IA partout en France. Ça, c'est très important. Justement, là, tu soulignes un point qui est cher à TrenchTech. On en parle souvent dans TrenchTech, c'est qu'effectivement, donc on a bien conscience que l'éducation est un élément utile, un élément qui nous permet d'avancer sur les sujets. Mais il y a aussi le débat démocratique qui semble assez absent de l'ensemble des enjeux de la tech. On a plutôt l'impression que le numérique il va aller partout, l'IA on en met partout, sans forcément avoir l'avis, on va dire, des citoyens ou des citoyennes qui globalement peuvent aussi donner leur avis. Est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre? Enfin, comment est-ce qu'on fait rentrer ces enjeux-là dans le débat démocratique? Ça paraît extrêmement important, ce sujet-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles on avait créé la Fondation Abeona. C'est une des raisons aussi pour lesquelles la Fondation, avec d'autres, a créé un institut qui s'appelle l'Institut IA et Société, qu'on a créé à Normal Sup avec Dauphine, avec des partenaires privés aussi, pour créer un lieu de débat appuyé sur la recherche rationnelle, publique, cartésienne, parce qu'on est quand même français, mais qui soit un lieu où on puisse venir écouter des gens qui ont des points de vue différents, débattre, faire des recommandations, faire des sollicitations. Il y a des tas d'autres démarches qui sont positives là-dessus, mais je suis complètement pour le débat démocratique et également le dialogue social dans les entreprises. Il ne restera plus qu'à insérer TrenchTech dans ce genre de choses. Mais la question que j'ai une deuxième question qui est pour le coup beaucoup plus personnelle, puisque c'est des débats démocratiques qui sont forcément nécessaires et utiles. Et est-ce que ça prend dans ce que toi tu as mis en place? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent? Quels sont les retours? Quelles sont les curiosités autour de ces débats démocratiques? Il y a une première phase qui est une phase de presque de est-ce que c'est vraiment un lieu où on pourra dire machin. Donc les Français et les Françaises peuvent être un peu méfiants. Donc il y a un premier côté, est-ce que vraiment? Et puis après, les gens qui viennent disent c'est super, on a entendu des gens avec des idées différentes, on va vouloir revenir. Donc je pense que ça prend petit à petit, mais il y a un appétit, bien clairement un appétit, et je pense que c'est important de répondre à cet appétit parce que c'est quelque chose d'important et de nécessaire. Alors chez nous, on ne peut être que d'accord avec cet appétit et le fait de vouloir le nourrir. Donc tu viens de nous parler de ta fondation. Je pense notamment aussi à d'autres associations comme la Fresque du numérique, la Bataille de l'IA, etc. Il y a effectivement aussi des podcasts. Je reviens juste un instant sur cette phrase que tu nous avais donnée. En fait, l'IA, c'est pas fait pour donner des choses vraies, et donc pour aller susciter justement cet esprit critique dont tu parlais, notamment dès la maternelle. En s'appuyant sur l'idée que la vérité finalement n'existe pas, ou en tout cas chacun a sa vérité d'une certaine manière, et donc c'est très lié à cette notion de confiance dont tu parlais tout à l'heure. Alors on entend bien qu'il faut faire infuser, grosso modo par induction, il faut que ça émerge dans le grand public, et à la différence de Singapour, ne pas former de façon unilatérale, comme ça tout le monde est massive. En revanche, est-ce qu'il faut quand même à un moment donné, pour aider le truc à avancer un petit peu plus vite,
légiférer sur des mentions spéciales ou sur une interdiction d'utilisation d'IA dans certains contextes. Là, je pense notamment à un film récent qui a fait le buzz à Cannes sur le biopic de Poutine qui a été fait intégralement à base d'IA. Est-ce qu'on a besoin de légiférer là-dessus? Est-ce qu'il faut interdire certaines utilisations, certaines productions à base d'IA, ou est-ce qu'il faut simplement le mentionner de façon très claire pour que celles et ceux qui n'ont pas encore infusé ces différentes associations, fondations et autres puissent s'en prémunir quand même? Alors, il y a une régulation au niveau européen, les AI Act, la régulation sur l'intelligence artificielle, qui interdit un certain nombre de cas d'usage, peu nombreux, mais par exemple des applications de type contrôle social, telles qu'on peut voir des tentatives en Chine. Elles ne sont pas encore complètement déployées en Chine, mais clairement en Europe et en France, on n'en voudrait pas, et c'est très bien. Donc il y a un certain nombre de cas qui sont vraiment interdits, et puis il y a des restrictions, parce que forcément c'est un continuum, plus d'audit renforcé ou de prudence renforcée sur des cas qui sont potentiellement un risque, comme des cas d'utilisation d'une IA pour un recrutement, et donc pour des décisions, ou dans le domaine de la santé, pour des décisions importantes pour les gens. Et pour ce qui est de ta question sur la production, je pense que il y a des choses qu'on appelle le watermarking, qui consiste exactement comme tu l'expliquais, à dire attention, ceci a été généré par une IA. Ça me paraît important, parce que avant que même cette image du pape en doudoune Dolce Gabbana, là, il y a à peu près un an, les gens qui connaissent bien l'IA ont tout de suite explosé de rire en disant c'est super drôle. Les gens qui connaissent moins l'IA et qui connaissent moins le pape, et ça fait quand même beaucoup de gens, disent peut-être que en fait l'image a fait le tour du monde avant que effectivement ça pleinement révélé que c'était une image créée par IA. Et puis il y en a eu d'autres pendant les manifestations. Il y a une image qui a fait le tour du monde d'un vieillard ensanglanté. Enfin, bon, exactement. Donc, oui, donc il y a un vrai risque. Généré par l'IA. Pour toi, c'est le watermarking la solution? C'est une des solutions. Il n'y a pas une seule solution, mais c'est une des solutions. Anne, j'ai une dernière question pour toi. Bien sûr. Est-ce que, et en écho à la phrase d'Emmanuel Macron qui disait Paris peut devenir, après avoir été la capitale des Lumières, pourrait devenir la capitale de l'IA, est-ce qu'on peut penser une forme d'IA à la française, une espèce d'IA des Lumières qui passerait nos valeurs humanistes au cœur de son fonctionnement? On peut l'imaginer. Je pense qu'on est, par rapport aux réseaux sociaux qu'on a laissé se développer un peu tout seul, et puis maintenant on est en train de se dire il y a des cas qu'on ne supporte pas, et donc on légifère ou on met des restrictions quelque part ex post, enfin après. Je pense qu'on peut essayer, on est à un moment, c'est pour ça que j'ai accepté aussi de m'occuper du sommet international sur l'IA, on est à un moment, je ne sais pas si on y arrivera, mais on est à un moment où on peut essayer de guider ces développements-là avec un certain nombre de valeurs, de principes, en disant on préfère ce développement-là de l'IA plutôt que tel autre. Et voilà, et ça vaut le coup d'essayer, je pense. Et c'est pour ça que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour travailler dans cette direction-là. Et je suis désolé, Mick, mais j'ai quand même une dernière question. C'est la dernière de chez la l'avant-dernière. Non, mais je ne sais pas comment terminer un épisode avec Anne Bouvreau sans lui poser cette question de la place de la femme dans l'univers technique et de l'IA en particulier. Tu en es une éminente représentante. Je sais que quand on t'a demandé parmi tous les sujets qui t'animaient le plus, tu nous as dit le sujet le plus creusé actuellement, c'est l'injustice sociale. Celui qui est le plus prometteur, c'est le climat. On les a un petit peu traités, forcément un peu en surface, mais en matière d'injustice sociale, il y a quand même ce manque de mixité et de diversité aussi dans la technique. J'aimerais bien quand même quelques derniers mots de ta part sur ce point-là. Avec plaisir. Il y a il y a cette image qui est un stéréotype que l'intelligence artificielle, c'est des gars dans des garages ou dans des startups qui travaillent 24 heures sur 24 et qui sortent des programmes informatiques très compliqués. Non, l'intelligence artificielle, c'est aussi comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour améliorer la santé des gens, faire de la médecine plus personnalisée. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour le sujet climat de manière positive. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans l'éducation pour, pareil, personnaliser les apprentissages. Donc, il y a plein de façons d'utiliser l'intelligence artificielle qui sont au bénéfice de la société, qui sont des sujets qui parlent probablement plus aux femmes et aux filles. Et c'est ça qu'il faut leur dire en disant il y a des métiers
qui sont pas des métiers d'hommes, qui sont des métiers d'êtres humains, et il faut mettre en visibilité les femmes qui travaillent dans l'IA. On va s'y attacher dans le cadre du sommet, mais c'est pour ça que vous m'avez cité au début 3 membres de la commission que vous avez déjà entendus, qui sont 3 hommes. Moi, je vous ai cité un certain nombre de femmes dans la commission. Oui, on a quand même reçu Laurence de Villers et Françoise Soulier-Fogelman sur les sujets. Et plus récemment, Giada Pistilli. Giada Pistilli également. En tout cas, on est rassurés. On s'applique assez fort à trouver une forme de parité. En tout cas, c'est un vrai critère pour nous. Et il faut avouer que c'est pas des plus simples parce qu'effectivement, il y a une telle surreprésentation masculine que French Tech s'est lancé avec un premier épisode sur ce sujet-là avec une femme parce que ça nous tient particulièrement à cœur, notamment en tant qu'hommes qui respectons les femmes en général et leur place dans la société en général et dans la tech en particulier, et aussi parce qu'on est papa de filles et donc on se sent encore peut-être plus concerné que d'autres. En tout cas, un grand merci Anne pour ta réponse. Merci beaucoup Anne. On va continuer de suivre tes travaux qui vont être forcément très très visibles en plus avec le sommet donc en février 2025 que tu vas animer. On a hâte d'y être. On a hâte d'y être, effectivement. Merci. Un grand merci, Anne. À très bientôt. Merci. Et pour tous ceux qui nous écoutaient, restez bien, c'est l'heure du débrief. Au revoir, beaucoup, Anne. À bientôt. Au revoir. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. On est bien dans Trench Tech. Vous voyez, je vous le dis en intro, mais je vous le dis aussi en conclusion. Cet épisode, il était tout smooth, tout calme, tout tranquille, posé. Quoi. Avec plein de choses intéressantes. Ouais, plein de choses intéressantes. C'est agréable d'avoir des gens qui ont des raisonnements construits et des choses claires à nous dire. Bon, moi, je veux revenir quand même sur quelques moments clés. Hein. Risque du déclassement. Donc, c'est bien parce qu'on a eu une explication. Elle a mis en avant un élément clé qui est celui du risque géopolitique. C'est-à-dire, si l'Europe ne se saisit pas du tout du sujet de l'IA, c'est un peu comme si, je ne sais pas, c'est pas du tout du sujet de l'armée à un moment donné. Ça commence à prendre le numérique globalement et l'IA en particulier. Tu touches un sujet sensible en ce moment, le sujet de la défense en Europe. Bien sûr. Et donc, c'est parti des points anticipés d'un point de vue géopolitique aussi pour ne pas créer cette dépendance trop forte. Pour moi, je suis un peu... mi-figue, mi-raisin, pour reprendre une bonne expression des années 2040, sur ce sujet-là. Parce que finalement, est-ce que c'est pas une espèce de course à l'échalote qu'on est en train de se donner, deuxième expression des années 40, sur ce sujet en se disant il faut absolument qu'on y aille et qu'on mette tous nos efforts dans l'IA, ou au final, est-ce que c'est juste un enjeu plutôt géopolitique et dans ces cas-là, le prendre en tant que sujet géopolitique au lieu de le mettre un peu partout. Elle nous dit il y a un grand risque de déclassement. Elle nous dit pour pas le rater, c'est un investissement de 5 milliards d'euros par an. Quelqu'un a fait le calcul, une paille. C'est une paille, effectivement. Ce serait quand même dommage. Et il faut quand même le rapprocher aussi. C'est pas une course à l'échalote, tu vois, 5 milliards par an, c'est pas la course à l'échalote. Le risque de déclassement, c'est la course à l'échalote, mais à la mesure de ce que nous sommes. C'est-à-dire une paille. Non, mais il faut aussi le rapprocher d'autres épisodes qu'on a eu l'occasion d'enregistrer et d'entendre pour vous de votre côté, où finalement la question de l'IA à l'échelle de l'Europe, c'est l'Europe d'abord et avant tout, bien souvent comme marché commun, et donc il y a une approche qui est très orientée économie, donc déclassement industriel, donc déclassement économique. Néanmoins, ce rapport, il essaie quand même, tant bien que mal, de créer des pistes sur l'impact sur l'environnement, sur l'injustice sociale, etc. Il y a une question qu'on n'a pas posée, qu'on aurait pu poser, c'est que pour pouvoir prétendre au-delà des montants investis, prétendre devenir des pionniers de l'IA, il y a toute la partie infrastructure matérielle, et récemment, les actualités montrent bien que les tensions au niveau des terres rares, des métaux rares, etc., font que on est très très loin de pouvoir prétendre jouer la partie face, par exemple, à des Chinois qui ont fait main basse sur pas mal de territoires sur lesquels on va trouver ces matières premières. C'est un peu là où moi je voudrais en revenir sur ce rapport-là, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres qui expliquent l'état de situation actuel. On se fait quelques petites projections en disant A pourrait délivrer du PIB de 15%, A pourrait. Mais c'est très très peu sourcé. Moi, si je faisais en entreprise une stratégie basée sur aucun chiffre si précis, ça devient complexe. Il n'y a pas aucun chiffre. Il y a plein de sources d'études sur lesquelles il s'appuie. Il y en a, notamment, il s'appuie à un moment donné sur l'étude du BCG, tu sais, quand il parle justement de l'impact sur l'emploi, dont Louis nous avait parlé. J'ai trouvé, pour ma part, qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature, effectivement. Il y en a quand même, il ne s'appuie pas sur rien, faut pas non plus. En tout cas, on est face à des économistes de renom. Après, comme tout
toute évaluation économique, d'autres économistes vont te dire l'inverse. Il y a des rapports sur l'IA qui sont sortis là tout récemment qui montrent qu'en fait les gains de productivité pourraient être quasi nuls. Je crois que le rapport estime que c'est 0,04% de gains de productivité possible avec l'IA. Un truc du MIT là. Bon bref, évidemment, voilà, tout le monde discute sur ces points-là, mais on peut pas dire que ce soit pas étayé ou autre. En tout cas, moi je l'ai pas. Et au moins ils se sont pas dit on va faire. Ils se sont pas dit. Au moins on va pas faire nous-mêmes les études parce que ça aurait mis beaucoup plus que 6 mois aussi, tu vois. Alors par contre, là où elle le dit et c'est le point clé, il n'y a pas de mesure. C'est sur la partie environnementale. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on peut largement le déplorer. Moi, pour suivre le sujet de manière extrêmement proche, il y a extrêmement peu d'études sur ce sujet. Ah oui. Les études qui sortent aujourd'hui semblent regarder le sujet de manière très, très grossière. Et donc, on a des trucs un peu hystériques. Soit l'IA va tous nous tuer, elle va tous nous emporter parce qu'elle va... Oui, mais donc, tu accrédites le fait qu'il n'y a pas de chiffres disponibles. Tu dis qu'il y a bien sûr, et c'est ce qu'elle nous disait, elle aussi. Et ça va être un des enjeux clés. Et c'est chouette si, effectivement, dans le sommet mondial de l'IA qui se tiendra en France en 2025, on met cette question-là au cœur du sujet. En haut de la pile, effectivement. Ça va être une bonne nouvelle. Et il faudra peut-être réinviter Babinet sur le sujet parce qu'il écrit dessus. Ce sera intéressant de réentendre Gilles Babinet effectivement là-dessus. Je voudrais également retenir un élément important sur le sujet. C'est que les choses bougent, notamment sur l'intégration des sujets tech dans le débat démocratique. Oui. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et sur le fait que non seulement ça bouge, les gens s'y intéressent et les gens commencent à s'y mettre. Donc, du coup, c'est plutôt assez positif. Et du coup, moi, je garde quand même en tête qu'il ne faut pas résumer Anne Bouvreau à la commission et au rapport, mais à tout ce qu'elle fait, ce qu'elle a commencé avant. Ouais. Et ce qu'elle continue surtout après, parce qu'au-delà du sommet, ses fondations restent là et il y a des engagements qui sont forts. Ouais, les sujets d'éducation sont énormes. On a parlé de l'éducation à l'esprit critique, mais alors ça, évidemment, nous on en parle à quasiment tous les épisodes dès la maternelle, pourquoi pas. Et puis de ce mode d'éducation à la française qui ne pourra pas imposer une éducation à l'ensemble des Français, comme l'a fait l'État de Singapour, qu'on prenait en exemple. Mais en tout cas, une forme d'éducation qui doit venir pour permettre que chacun saisisse des questions autour de l'IA. N'est pas français, heureusement, et à bientôt Trench Tech dans les maternelles. Trench Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur l'IA responsable n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est bien le cas, il vous reste une chose à faire. Postez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, levez un pouce sur YouTube et partagez cet épisode partout autour de vous. Car comme le disait le général de Gaulle, vieille France, accablée d'histoire, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau.